Salut et bienvenue dans le deuxième épisode du podcast de la galère. Moi c'est Pierre et aujourd'hui je suis avec Valentin. Salut. Et Clément. Salut. Trop content d'être avec vous les gars. Aujourd'hui on va parler de surcharge mentale, de comment, qu'est-ce que c'est déjà et puis comment détecter et anticiper cette fameuse surcharge. Comment est-ce que vous allez déjà pour commencer ? Très bien, écoute. Ça va très bien. Pas de surcharge mentale de mon côté. Elle est légère de mon côté. Eh ben tant mieux. Et alors justement, commençons par le premier sujet. Qu'est-ce que c'est la surcharge mentale pour vous ? Vas-y Valentin. Vas-y. Moi je pense que de mon côté, je trouve que c'est vraiment un aspect où le matin tu te lèves, t'as pas envie d'y aller. T'as vraiment cet aspect où tu manques d'enthousiasme cruellement, je dirais, dans ton job. En fait, moi j'identifie, tu vois, le bonheur dans ma vie, j'identifie à de l'enthousiasme que j'ai dans ce que je fais. Et à partir du moment où, au final, j'ai plus d'enthousiasme, que j'apprends plus, que j'arrive plus, en fait, à trouver un intérêt, tout de suite, en fait, ça me déprime carrément et je me mets à traîner dans mon lit jusqu'à au moins 10-11 heures et à rien vraiment faire de ma matinée, quoi. Ouais, non, je suis plutôt d'accord avec cette définition. Je pense que le signe le plus flagrant, c'est le manque de motivation, une perte d'énergie, mais ça ressemble assez proche de ce qu'on pourrait dire de la dépression, mais de manière c'est assez léger parce que c'est un peu insidieux comme phénomène. Mais je me rapproche de l'idée de Valentin là-dessus. C'est si on n'a pas envie de se lever le matin, qu'on on sait plus où on en est. On a beau faire des to-do list dans tous les sens, on n'arrive pas à terminer ce qu'on a à faire. On n'a plus envie de le faire, ce genre de choses. Les fameuses to-do list. Les to-do list de Quand je suis l'enfer. débordé, je passe mon temps à faire des to-do list. Alors c'est vrai que c'est mauvais signe généralement. De fou. Mais je pense qu'aussi, il y a un aspect où peut-être que les to-do list, c'est juste pour se rassurer, mais au final, si t'as pas une sorte d'objectif un peu plus long terme, d'objectif qui est un peu plus sur vraiment, qui va te donner une volonté, mais de bosser sur un truc qui est dans 6 mois, 1 an, 2 ans, en fait, t'as beau te faire des to-do list à la journée ou à la semaine, c'est pas ça qui va vraiment te motiver, quoi. Ouais, si ça n'a pas de sens, c'est clair. Puis après, il y a aussi un peu un côté rassurant, un peu doudou, la to-do list, tu vois. Moi, je sais que j'ai un caractère où quand je panique, je fais des to-do list parce que du coup, je me dis, ah, ok, je sais tout ce que j'ai à faire. Au pire du pire, mon activité principale consiste à faire des to-do list qui n'est pas efficace du tout, du coup. Mais sinon, je suis assez d'accord avec votre définition de la surcharge mentale. Après, on n'est pas psychologue, donc ça se trouve, il y a une définition plus scientifique de la chose, mais globalement, je la définirais assez comme vous, effectivement, ce côté où, ouais, t'as plus envie de rien, quoi. Et puis, c'est quelque chose sur lequel il faut faire attention parce que ça peut avoir des conséquences assez fortes, arriver jusqu'à un stade où, en fait, t'arrives même plus à y aller, quoi. Les gars l'ont un peu mentionné. C'est vrai que j'ai notamment fait un podcast. On vous le mettra dans les commentaires si ça vous intéresse. Mon expérience du burn-out, parce que j'en ai fait un. Et c'est vraiment ce truc-là, puissance 10 000, quoi. C'est vraiment ce truc. Un matin, tu te réveilles et tu peux pas te lever, quoi. Et c'est pas fun. Ouais, sans aller dans ces extrêmes-là, est-ce que vous avez déjà ressenti des moments comme ça et si oui, comment vous le vivez ? Ouais, je pense que, en fait, moi je trouve que j'ai toujours un aspect où je pense que, comme beaucoup, t'essayes d'analyser la situation, tu vois. T'essayes de trouver un côté très rationnel. Et, euh, et je pense, il y a un truc où je trouve que, c'est quand t'as pas envie d'aller bosser, parce que en tant que freelance, tu choisis tes contraintes, tu vois. Et le truc, c'est que si un jour t'as pas envie d'aller bosser, tu peux le faire, toi. Si tu gères bien avec tes clients, que t'en es pas, ça va pas te foutre dans la merde pour des projets, pourquoi pas. Mais en fait, le problème, c'est que t'as un peu cette pression, en fait, que t'es habitué, une sorte de pression de la société, que si tu bosses pas, c'est pas bon, toi. T'as pas le droit de juste rien faire ou t'as pas le droit juste de t'ennuyer d'une certaine façon.
Ouais, j'avoue. Et donc, en fait, tout de suite, tu vas te mettre une pression supplémentaire parce que tu te dis non, je peux pas, genre, gâcher, tu vois, ma journée ou ma matinée. Et je le dis bien, tu vois, je fais des guillemets chez moi, tu vois, mais c'est vraiment ça, c'est gâcher, quoi, parce que c'est idiot, parce qu'en fait, tu gâches pas, tu passes juste du temps à autre chose. Ouais, grave. Et en fait, ouais, ça arrive. Ces derniers temps, ça m'arrive même plus parce que je pense que j'apprends moins avec Webflow. Ça m'excite moins. Et je recherche un peu des projets à côté, mais c'est pas si simple que ça. Et je pense que le confinement aussi, ça fait que c'est compliqué puisque tu peux plus sortir, tu peux plus faire d'activités. Donc, en fait, basiquement, ma vie, ça se résume à sortir de chez moi, aller au taf, à mon coworking et revenir chez moi, quoi. Donc c'est cool, mais c'est un peu, Et genre c'est un peu une roue de hamster, quoi. tu définirais ça du coup comme de la surcharge mentale pour toi, la situation dans laquelle tu es, ou c'est juste un manque de sens? Parce qu'au final, au tout début de ce podcast, on définit cette surcharge mentale, mais au final, on est surtout sur cette notion de manque d'envie, qui du coup est très liée l'un à l'autre. Hmm. Mais en soi, t'es pas particulièrement en train de gérer plein de projets ou avoir Du tellement tout. de projets dans ta tête que du coup, tu te dis j'arrête tout parce que j'arrive même pas à démarrer ma to-do list et ainsi de suite. C'est juste, là pour le coup, on est sur un manque de motivation, mais est-ce que dans ton expérience de freelance et dans ta vie, tu as déjà eu cette histoire de surcharge mentale qui t'a mis vers le bas, quoi? Ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Genre peut-être quand je bossais quand j'étais pas sur du Webflow, que j'étais plus sur grosse marketeur, bref, et que je bossais en agence et que j'avais genre dans le titre c'était genre j'étais CEO, tu vois, alors qu'on était deux. Mais bon, mais qu'il y avait quand même des gens un peu à gérer, on a des freelances et tout, et en fait tu te fous une pression supplémentaire parce que tu as un poste à responsabilité, du moins sur ton LinkedIn. Et mais je dirais pas que j'ai été Ouais, t'avais un. la pression à ce moment-là, mec, hein. Ouais, genre j'étais pas bien, quoi. Sincèrement, genre j'essayais même d'appeler des gens qui avaient le même poste que moi, tu vois, pour leur demander des conseils et tout, parce que je me sentais juste pas au niveau. Et donc tu te fais à faire des grosses journées pour te donner l'impression que tu fais des grosses journées de taf en fait et que tu produis. Mais en soi, en fait, c'est juste que tu te mets une pression qui est juste énorme en fait sur les épaules, quoi. Mais en soi, j'ai jamais été à un point où vraiment je pouvais pas me lever de mon lit ou des choses comme ça, quoi. Je crois que j'ai toujours coupé, on va dire, avant. Ouais. J'ai toujours réussi à un peu à m'en sortir de ça, quoi. C'est trop bien. Et toi, Clément? Moi, de mon côté, la surcharge mentale, c'est plutôt... là, c'est tout bête, hein, mais on vient d'avoir un chien il y a quelques mois. Et en soi, c'est un être vivant de plus à s'occuper. Et entre devoir faire à manger, devoir suivre les trucs des clients, devoir aller balader le chien et tout ça, c'est plein de choses qui s'enchaînent les unes derrière les autres. Et par moment, si jamais je suis en train de gérer un, deux ou trois clients, des fois plus, avec des deadlines qui sont tout le temps en mouvement, des clients qui ramènent des trucs en retard ou d'autres qui veulent avancer des deadlines, des choses comme ça. Et quand il y a trop de pièces qui bougent comme ça, je ressens cette incertitude, ce truc de merde, là, j'ai perdu pied, je sais pas exactement où je vais. Faut que j'avance par un bout, j'arrive plus à prioriser. C'est surtout sous cet aspect-là que je le ressens, c'est j'ai une to-do list longue comme le bras et j'ai pas trop envie de la commencer parce que je sais pas par où la commencer en me disant genre faut peut-être que j'y réfléchisse un petit peu avant parce que si jamais je démarre par un bout et qu'en fait c'est pas le bout qui va être le plus pressant, et ben au final je vais me retrouver sous l'eau encore derrière. Et moi, ça m'est surtout arrivé à une période où le business a commencé à bien marcher. Parce que j'ai eu une période assez lente sur tout le démarrage, comme beaucoup l'ont connu. Et d'un coup, ça s'est lancé, il y a eu beaucoup de projets et je me sentais obligé de dire oui parce que pendant très longtemps, j'ai pas eu d'opportunité, je pouvais pas prouver ce que je savais faire. Et d'un coup, on me fait confiance, on me dit vas-y, on fonce. Moi, je pouvais pas leur dire non, donc j'ai ajouté les projets les uns sur les autres. Le tout avec des projets de start-up et tout ça, donc c'est des choses pour hier à chaque fois. Et du coup, cette pression-là supplémentaire, plus toutes les deadlines à gérer, et personne finalement pour relâcher cette pression, parce que je vous connaissais pas, donc je pouvais même pas parler de ce problème-là, on pouvait pas en discuter, donc je pouvais pas libérer cette énergie un petit peu.
Et du coup, je me retrouvais à dépasser une règle que je m'étais mis au début, c'est-à-dire quand ma copine rentre du travail, donc vers 18h30, le travail, il est terminé. Et je travaille pas après 18h30, je travaille Ouais. pas le week-end. Je sais qu'il y a beaucoup de freelances qui se sont jamais mis cette limite et qui se la mettront peut-être jamais, à moins d'avoir une famille plus tard et ainsi de suite. Mais je sais que cette limite, c'est ce qui m'a permis, moi, justement, de garder l'esprit assez libre pendant ces temps-là pour récupérer et revenir un peu plus frais le lendemain en me disant, allez, on commence par un côté ou un autre. Mais j'ai cette chance de vivre avec ma copine et d'avoir quelqu'un avec qui pouvoir discuter de ces choses-là un petit peu et décharger. Et ce temps qui est un temps perso et de couper, parce que je pense que ça fait partie des choses qui sont importantes, même quand tu es dans la merde. J'aurais tendance à dire sors dehors, va marcher, regarde les feuilles en automne ou je sais pas, mais parfois ne rien faire, c'est la meilleure chose pour sortir justement d'un surcroît de stress. En tout cas, moi, Ouais. c'est comme ça que je le vois. Carrément. Et puis on fait des métiers créatifs, donc t'as aussi besoin t'as aussi besoin de penser à autre chose et de te relâcher pour aussi derrière revenir encore plus fort. Je veux dire, les sportifs dans leur effort, ça dure un temps, c'est très intense, mais derrière ils se reposent parce que tu peux pas être en tension en permanence en fait. Complètement. Moi je trouve que c'est nos métiers en fait qui sont vraiment des métiers cérébraux, tu vois. C'est un peu comme une sorte de comment dire de jauge en fait, ou même une pile, tu vois, et genre t'es à 100% et au bout d'un moment tu vas user jusqu'à 0%, mais tu peux toujours bosser. C'est juste que tu sens que tu produis plus rien, quoi. C'est genre T'es moins t'as efficace. traîné tout ce que t'avais, quoi, toute ta potion magique, tu vois. Et c'est vrai que sur des métiers qui sont plus manuels, on sent la fatigue physique tout de suite arriver et naturellement on sait la reconnaître et on se dit bon bah là faut que je me repose. Mais la fatigue mentale, c'est quelque chose qui est moins discuté dans l'espace public de manière générale. Ouais. On n'en entend pas parler à l'école ou quoi que ce soit, c'est pas un sujet public particulier. Mais et c'est très difficile à discerner parce que c'est pas genre ton corps il a des courbatures. C'est ton cerveau il a des courbatures et c'est beaucoup plus difficile à reconnaître. Donc Je pense qu'il y avait un super podcast d'ailleurs de Nouvelle École là-dessus, Feu Nouvelle École, qui était un très très bon podcast, qui est toujours très bon écouté, avec Kian Kojandi. Ouais. Et en gros, il disait, parce que Kian Kojandi, il parlait de psychologie et d'aller voir un psy en fait, tout simplement. Et c'était super intéressant dans le sens où il disait en gros, on nous apprend à soigner notre corps avec le sport, avec les étirements, mais on nous apprend jamais à soigner notre esprit en fait. Et aller voir un psy, c'est un peu faire ça, en fait. C'est genre, tu vas, en fait, soigner ton esprit parce que, en fait, ton esprit, il oublie pas, en fait. Il va juste te le mettre dans l'inconscient ou des choses comme ça. Mais c'est toujours présent, en fait, si tu as eu un traumatisme et qui peut être très léger, des fois. Et il va juste se réveiller à certains aspects parce qu'en fait, certains moments, parce que ça va le rappeler, en fait. Et je crois que c'est ça, en fait. C'est que on a un peu ce côté où on n'apprend pas un peu à soigner, en fait, notre cerveau, notre esprit, genre juste à rendre des fois des choses plus calmes et à prendre du temps pour nous, en fait. Ouais, parce que c'est pour les fous un peu. Enfin, t'as vraiment ce truc de. Ça évolue quand même, je trouve, mais t'as vraiment ce truc d'aller voir le psy. Mais non, mais j'ai pas besoin, je suis pas taré, moi. Exactement. En fait, tu vas le voir trop tard, en général. Ah, bah, ça, je te confirme, oui. c'est quand c'est fini que il y a plus rien à faire, que t'as atteint la limite. Maintenant, il y a aussi cette culture de la productivité. Ouais. Je pense que toi, Valentin, t'es encore en plus à fond dedans parce que t'es beaucoup sur Twitter et tout ça. Et je sais que tu suis beaucoup de gens qui prodent à fond. Des bennes, par exemple, sont des éléments justement qui vont challenger cette partie-là parce que les mecs qui produisent, ils font des trucs de fou et toi, tu te dis, bah moi, je suis là et je me suis réveillé 1 heure plus tard parce que je suis fatigué et tu te dis bah ouais faut que je pousse un peu plus alors que non c'est pas ce qui t'amènera ni le bonheur dans ta vie ni plus de sérénité dans ton travail ni la qualité. Ils le font avec leur temps, chacun a ses limites et il faut connaître les siennes quoi. Ouais, au final c'est vraiment une question de priorité quoi. Mais c'est vrai que les matins où je bosse, enfin les jours où je bosse trop, le lendemain je le sens, j'ai moins la pêche pour m'y remettre et c'est vrai que c'est relou ça. Bah, tu le vois en fait, juste, je sais pas, genre moi je le vois, genre j'ai fait des journées où je finissais genre assez régulières, tu vois, genre pendant presque une semaine, je pouvais finir du 20-21 heures, tu vois. Et je kiffais parce que j'aime bien bosser le soir, mais le problème c'est que, genre j'estime qu'en fait, j'ai un peu cet aspect où quand je rentre chez moi, il me faut à peu près 1 heure pour que mon cerveau il comprenne qu'il peut décompresser, tu vois. Bien sûr. Que c'est bon, on n'est plus en état de stress, que ça y est, on peut commencer à lâcher.
Donc, quand tu finis sur les coups de 20h, 21h, au final, le temps que tu fasses ça, en fait, il est presque temps d'aller se coucher, en Ouais. fait, tu vois. Genre, tu peux pas grand-chose. Et le coup, en fait, de par exemple finir à 6h, bah, tu rentres chez toi, t'as le temps de chiller un peu. Après, tu vas cuisiner un truc qui va te faire plaisir. Et après, tu vas te faire un truc vachement cool. Tu vas passer un peu de temps avec tes colocs. Si t'es au pire, t'es solo, tu vas juste faire autre chose. Tu vois, tu vas te mettre un film, mais genre qui te fait kiffer et que t'avais envie de mater depuis longtemps. Et en fait, tu vas avoir vraiment l'impression d'avoir passé une bonne soirée, tu vois. Et je pense que c'est ça, c'est que bah là, on en vient un peu aux sortes de solutions, mais faut un peu ce côté de freelance, en fait, ça, c'est pas parce que t'es freelance que t'es obligé de bosser tout le temps, etc. Faut un peu s'impliquer des règles, en fait. Je pense qu'il y a aussi cette culture de si t'es patron, parce qu'il y a un peu ce truc-là qui traîne dans l'esprit de chacun. Si t'es un boss, t'as pas d'horaire. Et je pense que c'est un truc complètement faux parce qu'il y a beaucoup de boss d'entreprise, de PME, tout ça qui n'ont pas d'horaire parce que voilà, ils n'ont pas organisé leur temps de cette manière-là. Ils ont des gens en dessous d'eux qui dépendent d'eux et tout ça. Donc c'est complètement différent. Mais en tant que freelance, on a tendance à vouloir justement aller dans ce modèle-là de on travaille tout le temps et tout ça. Et je pense que c'est cool que, d'une, ce podcast et même beaucoup d'autres vidéos YouTube, de contenu en général autour de ça, il y en a de plus en plus. Et je pense qu'il faut sensibiliser parce que, surtout quand on démarre, on est très sujet à justement se laisser influencer par cette mentalité-là, cette mentalité hyper productive à fond. Alors que, est-ce que vraiment ça apporte quelque chose de plus? Oui, il faut travailler dur et intelligemment. Mais est-ce qu'il faudrait travailler tout le temps et en dépit de justement la vie perso ou le jeu ou la récréation, comme on pourrait l'appeler en français, ça sonne pas comme il faut, mais ce côté où on laisse l'esprit se libérer pour revenir à des tâches plus pragmatiques ensuite, quoi. De ouf. Et je pense que c'est un peu un mouvement qui est vraiment en train d'exploser, en fait, qui a explosé même pas mal, je trouve, aux US, et qui est en train de venir beaucoup en Europe. T'as un peu l'exemple, en fait, qui sont un peu des icônes là-dessus dans le milieu, genre des exemples à suivre plutôt que des icônes. C'est les fondateurs de Basecamp, Ouais, de ouf. DHH et je ne sais plus l'autre, Jason Fried. désolé pour lui, Jason Fried, merci, qui sont, eux, c'est genre on bosse de 9h à 18h, on bosse pas le week-end, alors que les mecs, ils sont fondateurs d'une énorme boîte, genre d'un truc ultra fat, mais ils ont toujours eu ces règles, en fait, ultra strictes là-dedans, où non, on bosse genre des journées normales de taf, et c'est tout, quoi. Genre, on va pas aller plus loin, en fait, Ouais. parce que c'est pas notre but. Ouais, puis c'est la régularité qui va faire qu'on réussit en fait. C'est là où ils sont très forts et ça rejoint aussi d'ailleurs un autre auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle James Clear, qui a écrit un livre sur les habitudes et où en fait l'un comme l'autre ils promeuvent plutôt l'idée de slow and steady, quoi. Le côté il faut y aller par petits pas, il faut y aller régulièrement, mais en fait ce qui est important c'est cette régularité. Plus que de se mettre des gros moments charrette. Alors il y a des moments où c'est drôle en vrai, mais c'est plus cette idée de dire ouais, en fait, si tous les jours, tous les matins, et ben je m'y mets. Je sais pas si vous connaissez Werber, le mec qui a écrit toute une Les série de fourmis. romans sur les fourmis, Ouais. qui est un auteur trop drôle. Et ben il fait j'ai vu une interview de lui où il explique qu'en gros, tous les matins de 8h à je crois midi ou 13h, il écrit. Invariablement, tous les jours de l'année, et il dit parfois ça m'a posé des problèmes en couple parce que du coup au début les gens trouvent ça cool et puis en fait au bout d'un moment mes nanas elles en ont ras le cul parce que je suis pas disponible le matin, mais c'est aussi grâce à cette régularité qu'en fait il a réussi à être aussi bon, et parce qu'en fait il est juste il est régulier, quoi. Et c'est dur, je trouve, particulièrement quand tu bosses pour des clients, d'avoir ce rythme-là, parce qu'il y a des moments où tu vas être charrette, et je sais pas vous, mais moi je me rends compte qu'il y a des moments où du coup, parce que c'est comme ça, soit j'ai dit oui à trop de gens, soit parce qu'il y a des imprévus et c'est la vie, ça arrive, je me fais un peu déborder, et j'ai super du mal à revenir à mon rythme calme et justement régulier, quoi. Genre si je prends une semaine ou 15 jours vraiment à fond, je sais que j'ai au moins une semaine de lag derrière pour me recaler. C'est un truc de ouf. Moi, c'est plus l'après-coup d'avoir fait une grosse semaine ou un mois de rush, par exemple. Ouais. Il me faut plusieurs semaines avant de décharger en fait le stress et l'énergie que j'avais pendant cette période-là. Ouais. Même si d'un coup, il n'y a plus rien du tout, tous les projets sont terminés et j'ai vraiment plus rien à faire.
et ben j'ai encore ce truc latent de ouais, on est en danger quoi un peu. Et c'est vrai que ça met du temps à disparaître ça. Je pense que c'est un peu lié au fait que tu as une dose d'adrénaline qui est là, en fait. Que, en fait, t'as une deadline, tu dois y aller, t'as pas le choix, que c'est excitant aussi, comme tu disais, Pierre, tu vois. Et, euh, et c'est un peu comme, genre, je sais pas, moi, je vois, j'ai- quand j'étais un peu plus musicien que je suis aujourd'hui, que je faisais de la scène un peu plus aussi, ben, en gros, t'as un peu cette adrénaline où tu montes sur scène, c'est ouf, tu vas enchaîner 2, 3 soirs de concert et tu vas Mm. être au taquet. Et genre, juste quand ça s'arrête, ton corps, genre, t'as l'impression que t'as tapé un marathon, tout. Genre, Mm. t'en peux plus, en fait, t'es éclaté, genre, dans le sens, t'es vachement fatigué mentalement et aussi physiquement. Parce qu'en fait, le stress, il s'en va d'un coup. Ou du moins, c'est pas le stress, c'est plutôt, t'as plus ce côté, en fait, excitation qui est là. Et t'as juste, en fait, tout ce que t'as un petit peu mis de côté en attendant, qui Mm. revient et qui te dit, OK, mais, bah, c'est un peu le contre-coup, en fait. C'est vraiment dur, en fait. Genre, t'es pas prêt à ça, en fait. Et je pense qu'on t'es jamais vraiment habitué, à part si t'es un athlète de haut niveau ou un musicien, un artiste de haut niveau d'une manière générale, parce que en fait tu t'habitues à ça au fur et à mesure. Mais en tant que nous, en tant que freelance, c'est complexe, quoi. C'est sûr qu'aussi sur ce côté mettre de côté, ça m'a interpellé ce que tu as dit. On a tendance à justement mettre sur le côté ces trucs-là, en se disant c'est pas grave, on verra plus tard. Un peu comme quand tu joues aux jeux vidéo, tu regardes un film ou tu continues une série sur Netflix et tu te dis c'est pas trop grave. Tu Mm. mets de côté et le lendemain matin, tu te réveilles, t'as la gueule de bois à la limite quoi. Donc, ce côté mettre de côté, c'est hyper important parce que si tu le fais très souvent et de manière systématique, moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai mis de côté la pression financière, le manque de projet pendant une certaine période. Je l'ai mis de côté comme si c'était pas grave, quoi, Mm. parce que c'est mon tempérament. Et le problème, c'est qu'après, du coup, j'ai eu des problèmes de cœur pendant un certain temps. Et d'un coup, quand l'activité a redémarré et que j'ai repris un rythme un peu plus soutenu et qu'au niveau financier, je me sentais plus en sécurité, et bah, d'un coup, là, plus de problème de cœur. Alors que j'ai pris aucun traitement ou quoi que ce soit. J'ai été voir un cardiologue qui m'a dit ce que c'était. Voilà, ça vient avec le stress, surtout chez les jeunes. Et Ouais, du c'est coup, mon ouf. cœur n'était pas régulier parce que justement, en fait, c'est une sorte. Je réprimais ce stress, mais il était quand même là dans mon corps. Et du coup, je voulais pas y croire jusqu'au moment où ça allait mieux. Et du coup, je me suis dit, bah, là, la seule corrélation que je peux faire entre le fait d'aller mieux et avec la timeline qu'il y a là, bah, c'est que bah, au niveau de l'argent, je me sens plus en sécurité, je me sens plus cadré dans mon travail, et du coup, mon corps va mieux. Donc, il faut vraiment faire attention parce que quand on fait ça sur le long terme, des fois, on ne se rend pas compte, on fonce tête baissée, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Et du coup, après, c'est le corps qui prend. Et c'est le corps qui fait un rappel qui dit genre, moi, stop, c'est fini. Ouais, de Genre, je ouf. peux pas. Et là, c'est dur. Bah ouais, ouais, et ouais, c'est vrai. Bah, c'est d'ailleurs pour ça que le lendemain on se sent fatigué ou dans un extrême un peu, enfin dans un truc un peu plus fort avec ton cœur. Et moi, il m'est arrivé la même chose quand je suis arrivé à l'extrême du burn-out où genre il y a des moments, je pleurais, je me contrôlais pas, tu vois. Genre juste la simple idée de me mettre à bosser, genre je me mettais devant mon ordi et je me sentais dépassé par le truc, quoi. Et Ouais. il y a des moments où t'es en mode genre t'arrives plus à te contrôler en fait. Genre ton cerveau il est en mode genre ouais ça va c'est bon là ça fait 5 minutes on va s'y remettre tu vois. Et ton corps il veut pas. Comme si il avait tu sais il y avait un espèce de truc de le mental suffit. Enfin le mental a trop pris de place dans ta tête et donc du coup il faut autre chose pour stopper parce que sinon tu vas à ta perte quoi. Mm. Bah, C'est assez ouf. les émotions sont très révélatrices hein, de manière Oui. générale. Hein. Enfin après, là on part dans la psychologie et tout ça. On fait de la psychologie du dimanche là un peu, Mm. mais en soi, si vous lisez un petit peu sur les émotions, on sait que par exemple, lorsqu'on est énervé, c'est que bah on veut faire quelque chose et qu'on n'est pas aligné avec nous-mêmes en général. Donc c'est qu'il faut qu'il y ait une action en face, parce que l'énervement c'est une énergie qui est assez vivace et du coup il faut en faire quelque chose. Si on est énervé, c'est qu'on est contrarié, donc il faut qu'on change la situation. Si on pleure en général aussi, c'est que ça y est, on a accepté, on est passé à autre chose très souvent. Ou c'est pour justement stopper net une activité parce que on n'arrive pas à se rendre compte que ça fonctionne pas comme tu disais. Donc
faut écouter ses émotions et d'autant plus en tant que mec, ça serait hyper intéressant d'avoir ce sujet-là et de le reprendre, mais avec des acteurs féminins qui sont dans le même cas que nous. Parce que je sais pas si c'est géré de la même manière, parce que nous, je sais que les émotions chez les mecs, il y a une certaine répression de cette partie-là depuis le plus jeune âge. Donc, Ouais, après, je pense que c'est aussi une question de caractère. Hein. bien sûr. Parce que je connais des nanas qui pareil, hein, se transmettent pas. Enfin, tu vois, genre, sont très bloquées sur leurs émotions au final. Je pense que c'est une question de caractère beaucoup, mais il y a quand même une question d'éducation où un mec, Clairement. t'as toujours ce côté où tu dois être fort, tu t'as pas montré trop de faiblesse en fait, Ouais. parce que tu dois être un peu l'homme en fait. T'es un Et mec, tu dois pas pleurer, quoi. exactement, et c'est complètement con parce que au final, on est des êtres humains avant tout, et je pense que l'émotion en fait prend bien plus le dessus parce que c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas en fait. La majorité du temps, tu vois, genre tu peux la refouler, mais tu la contrôles pas en fait. C'est celle qui va être le plus, qui va te montrer le plus en fait l'état dans lequel tu es actuellement. Clairement. Donc, Et du coup, c'est quoi votre truc pour vous en sortir quand vous êtes dans des moments comme ça? franchement, prendre du temps pour soi. Genre, c'est tout bête, mais genre typiquement, non, ça m'arrive assez régulièrement de me prendre une matinée pour moi, où genre, je vais pas du tout ouvrir mon ordi, je vais juste ranger un peu ma chambre, prendre un bouquin et me mettre à bouquiner. Genre, en plus, surtout qu'en ce moment il y a du soleil et tout, je me mets dehors, je me mets à lire. Et genre, ça me fait un bien fou. En fait, je me mets pas du tout devant quelque chose qui va être digital, en fait, presque. Parce que en fait, je le lis trop à mon taf, je le lis trop, en fait. Il y a un peu aussi, je pense que il y a aussi l'aspect où t'as peur, c'est du FOMO, là, de manquer quelque chose. Et donc, naturellement, si je suis sur un outil qui est digital, je vais peut-être aller sur Twitter, je vais peut-être aller sur mon email, et donc, j'ai toujours avoir cette pression, en fait, qui va être là. Alors qu'en fait, un bouquin physique, bah, je peux pas, quoi. Et je me plonge dedans et j'essaie de me lire pendant genre 1 heure et ça me permet d'aller beaucoup mieux après, quoi. Ouais, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Pareil, prendre du temps à fond. Je l'ai fait par exemple, c'est pas vraiment de la prise de temps loisir, tant que ça, mais genre, c'est hier matin, je crois. Là, doit peut-être y avoir un jingle sur ce podcast, du coup. Et en fait, ce que j'ai décidé, j'avais du taf, genre par-dessus la tête, mais j'avais pas envie de le faire. Je savais pas par où commencer. Et du coup, j'ai décidé, non, bah tiens, je vais faire de la musique. Parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de musique et que j'avais envie d'y revenir un petit peu. Et du coup, j'ai pris la matinée pour faire de la musique. Et il faut savoir aussi procrastiner de la bonne manière. Faut s'accepter cette partie de procrastination, je pense. Et le plus dur, c'est d'accepter que c'est du temps productif de ne pas faire exactement ce que tu es censé faire forcément tout le temps. Ouais, surtout quand tu sais que tu vas pas y arriver, en fait, forcer, ça sert à rien. Enfin, et c'est beaucoup un des avantages d'être à son compte et de devoir rendre des comptes entre guillemets à personne, parce que tu rends quand même des comptes à des gens, mais et puis de toute façon, le travail que tu fais pas là, il va falloir que tu le fasses plus tard, donc tu te rends toi-même des comptes. Mais des fois, effectivement, ça sert à. J'ai vu à peu près la même chose. Il y a des moments où je sens que j'y arrive pas, et donc si j'ai pas une deadline de l'univers, genre dans 2 heures ou le lendemain, tu vois, ouais, j'essaie de beaucoup plus écouter mes énergies et de me dire, ok, là j'y arrive pas, j'ai envie de faire autre chose, bah je vais aller doodle à côté, tu vois, et c'est très bien. Et je pense que ouais, enfin c'est trop une bonne idée, parce que ça sert à rien de forcer pour forcer, quoi. Ouais, après, j'ai aussi une autre tactique. Là, pour le coup, c'était pendant le moment où c'était sur une longue période où il y avait un problème. Là, plutôt, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tenu un journal et chaque jour, en fait, plusieurs fois par jour, j'ai noté sur 5 mon niveau d'énergie et de bonheur, entre guillemets. Je mélangeais un peu les deux parce que ça va souvent de pair. Et du coup, je notais à côté les activités que je faisais dans la journée ou ce que je faisais pas. Et je me rendais compte en fait de qu'est-ce qui me sortait en fait de cette problématique, qu'est-ce qui me remontait le moral, me donnait envie de faire des choses. Et je me rendais compte que par exemple, si jamais je loupais pas ma petite routine du matin qui était de me lever avec mon réveil, d'aller ouvrir les volets et de boire un verre d'eau, déjà, je m'assurais entre guillemets un certain niveau d'énergie et de bonheur dans la journée. Si jamais je me lève pas à mon réveil, c'est fini déjà, j'ai perdu d'avance entre guillemets. Et ça fait partie des trucs, savoir un peu les choses qui améliorent son mood. Je sais que par exemple, dès que j'avais une deadline, genre un rendez-vous avec un client ou avec un ami, voir quelqu'un, voir des gens, ça faisait partie des trucs qui me motivaient à aller travailler aussi. Donc je me mettais naturellement, toutes les semaines au moins, j'essayais d'avoir un rendez-vous avec quelqu'un de nouveau. Et c'est comme ça que j'ai découvert Théo.
qui du coup, voilà, je me suis dit, bah, faut que j'envoie des messages à des gens sur LinkedIn, il faut que j'aille boire des verres avec eux. C'était dans cette période-là, justement. Et du coup, bah, j'ai envoyé des messages et je sais que j'avais pas forcément envie d'aller voir les gens tout le temps, mais il fallait que je me force un peu et ça m'aidait à travailler plus efficacement et à me donner envie de le faire aussi, quoi. Ah, c'est drôle, j'ai réalisé la même chose. Genre, ouais, je suis une baisse d'énergie, je vais avoir quelqu'un au téléphone pour une raison X ou Y, je vais raccrocher et là, je vais trop avoir envie de bosser. Aussi après, tu vois. Et c'est vrai que, ouais, c'est trop drôle. Et puis avoir des rendez-vous dans la journée aussi, ça te donne des milestones un peu. Milestones, donc tu sais, ok, là, j'ai 2 heures pour faire ce truc-là, bon, allez, vas-y, go, je m'y mets. Que si tu dis t'as la journée, ouais, des fois, franchement, t'as la journée, quoi. C'est ça. Après, je pense que on est aussi beaucoup à être comme ça, à être un peu avec la deadline. Et souvent, il y a des blagues sur le net et tout le temps avec ça. C'est genre, tant que c'est pas pour demain, tu le fais pas, quoi. Mais c'est vrai que du coup, d'avoir une deadline, même si c'est pas en lien avec le projet, de savoir que tu vas aller voir quelqu'un et du coup que ça va te prendre du temps, t'as moins de temps dans ta journée. Donc tu dis, il faut que je sois un peu plus efficace avec mon temps et pour pouvoir passer justement du temps pour moi avec des gens. Et du coup, ça devient un peu plus positif d'aller bosser et d'être productif, quoi. Ouais, grave. De fou. Mais c'est ça en fait qui est rigolo au final, tu vois, genre je vois perso moi un de mes objectifs c'est genre le freelance, je trouve ça génial, mais je me dis genre il y a des moments où bosser pour des clients c'est juste fatigant, tu vois, genre juste t'en as marre quoi, parce que ils veulent toujours plein de trucs etc. et que bah des fois tu voudrais juste bosser sur toi tes propres projets. Et un de mes objectifs est par exemple de devenir comment dire, indépendant financièrement. Et mon but premier, c'est juste pour ne plus avoir à bosser, tu vois. Ou pour juste avoir à bosser, genre 1 jour ou 2 jours par semaine, tu vois. Mais en fait, c'est très bizarre parce qu'à la fois, tu te dis, plus t'as de temps, moins tu sais quoi en faire, tu vois. Genre, Oui. moins tu sais, au final, t'es genre, je fais quoi? Genre, tu te prends ta journée, tu vas être paumé, en fait, parce que tu vas être genre, j'ai tellement l'habitude de bosser que là, je suis un peu perdu, alors que tu pourrais aller rencontrer les gens, faire des activités et tout, mais ton cerveau a tellement cette routine, en fait, que du lundi au vendredi, par exemple, tu vas bosser, que le week-end, tu vas aller sortir, voir des potes et des choses comme ça, que genre, t'es un peu genre, tu sens que ça rentre pas, en fait, dans ta journée habituelle, quoi. Et faute de mieux, du coup, tu te retrouves à scroller les réseaux sociaux pendant des Exactement. heures, jouer aux jeux vidéo, te faire 12 000 séries. Voilà, hein, c'est tout court, hein, mais pendant la période dont je parlais il y a pas longtemps, j'ai réussi à me faire tous les épisodes de Doctor Who. Donc il y a quand même, je sais plus, genre 13 saisons et il y a au moins une dizaine d'épisodes par saison. Ça Donc si tu fait pas veux, mal de temps, ça, ouais. j'ai quand même un peu poncé la série. Mais c'est ce qui m'a tenu, entre guillemets, parce que ça me permettait de m'échapper. Mais j'étais pas en train de régler le problème non plus. Donc faut pas non plus se complaire là-dedans. Faut savoir se foutre la paix, un petit peu. D'ailleurs, il y a un très bon livre qui s'appelle Foutez-vous la paix ou un truc comme ça, qui est pas mal sur ce concept-là de c'est bien de faire du développement personnel, de la productivité à fond, mais il y a un moment, il y a des limites. On a tous des limites et il faut les respecter parce que ça devient n'importe quoi. On n'est pas des bêtes, quoi. Ouais. Ouais, je suis assez d'accord. Au final, et c'est la période du confinement et tout ça, on est, et je trouve que c'est particulièrement vrai en ce moment. En fait, il faut être il faut être bienveillant avec soi-même, tu vois, genre, mais c'est difficile d'être, il faut trouver le juste équilibre entre être bienveillant avec soi-même et pas se flageller pour rien. Oui, il y a une journée où t'es moins efficace, et ben, c'est pas grave, tu vois. Et en même temps, pas non plus tomber dans le truc où effectivement, du coup, tu fous plus rien. Mais on a quand même, notamment en tant qu'indépendant, on a quand même plus tendance à vouloir à être trop dur avec nous qu'à être trop tendre. Donc je pense que ouais, être bienveillant avec soi-même. Après, si t'es dans un gros moment de stress et où t'es vraiment charrette, ben soit déjà essayer de savoir et de comprendre pourquoi t'y es, et puis d'essayer de trouver aussi une fin. Enfin, tu vois, se dire ok, là en fait je suis bloqué, tu vois, pendant je sais pas 15 jours ou un mois. Est-ce que je peux y changer quelque chose? Est-ce que je peux déléguer du travail? Ou est-ce que je peux peut-être revoir le scope avec mes clients? Si oui, tu le fais. Et puis sinon, accepter aussi que des fois, tant pis. Ouais, t'as peut-être pris trop de clients en même temps. Tant pis pour toi. Et dans ce cas-là, être plutôt dans une logique où tu te dis bon je gère. C'est-à-dire, j'essaye quand même malgré tout de prendre soin de moi, d'être un peu plus peut-être aussi rigoureux, de
de se coucher, toi, d'essayer de quand même dormir 8 heures par nuit, par exemple, des genres de trucs comme ça. Le sommeil. Ouais, voilà, mais c'est clair que c'est Tellement clair. important. Et puis, une fois que c'est terminé, d'essayer de comprendre pourquoi tu t'es mis dedans et de pas recommencer, quoi. C'est ça, je crois, en fait. Parce qu'au final, on est humain et on apprend de nos erreurs, tu vois. Et je pense qu'au final, quand tu sens que ça n'a pas été, comme toi, tu faisais un peu Clément, c'est genre tu te poses et tu notes, en fait. Ouais. Quand tu te dis, OK, pourquoi ça n'a pas été, en fait. Et tu essayes de trouver un peu les raisons, pas pour te flageller ou autre, mais tu te dis, OK, pour le truc, bah, je le referai pas, en fait. Tu vois, genre, j'éviterais vraiment de me remettre dans une situation pareille parce que j'étais pas bien, tu vois. C'est genre, tu sais, c'est un peu comme à l'école, si t'aimes pas passer au tableau, etc., bah, généralement, t'évites de te remettre dans une situation similaire, tu vois. Alors, des fois, c'est aussi par manque comment dire, d'entraînement ou autre, mais il y a aussi juste, bah, en fait, tu te dis, qu'est-ce que je pourrais changer la prochaine fois, en fait? C'est pas, en fait, spécialement, genre, je vais éviter la situation à tout prix, parce que des fois, ça arrive et que tu peux pas y faire grand-chose, mais c'est plutôt, OK, comment je peux, en fait, qu'est-ce qui a bien marché dans ce cas-là? Qu'est-ce qui a pas bien marché? Moi, dans cet ordre-là, je dirais que sur le moment, la meilleure chose à faire, ça reste d'utiliser le maximum de petits trucs qui permettent d'améliorer ta productivité pour terminer le taf que tu as à faire. Et voilà, dans tous les cas, la première fois que tu ressens vraiment ce poids monstrueux sur tes épaules, t'as pas trop le choix en général. Ça reste le fait de t'en sortir. Et alors, t'en sortir, il y a deux solutions. C'est soit tu te dis, je suis beaucoup plus rigoureux avec moi-même, je termine ce que j'ai à faire, et ensuite je pars sur de bonnes bases derrière, et je reconnais que là, j'ai pris trop de clients en même temps, ou j'ai donné des deadlines qui étaient pas faisables, des choses comme ça. Soit l'autre côté, c'est savoir se dire genre je serais pas capable de le faire. Donc ça sert à rien d'aller essayer de remettre ça à plus tard. Il faut que je dise à mes clients ou avec les gens avec qui je travaille, genre je pourrais pas le faire pour telle date. Je fais vraiment au mieux. Voilà, les gens sont compréhensifs la majorité du temps. Il faut aussi se foutre la paix. C'est pas parce qu'on a dit que c'était pour vendredi que ça peut pas être pour le mercredi d'après. Vous le savez très bien, les clients le font quasiment tout le temps. Il n'y a pas de raison que vous, en tant que prestataire, vous puissiez pas le faire de temps en temps pour vous sauvegarder vous-même aussi. Donc, il y a ces deux actions-là. Il y en a une, c'est genre à foncer direct et essayer de finir le taf pour prendre le temps derrière de planifier comment tu vas gérer les prochaines fois où ça va arriver, parce que ça va réarriver, du coup. Donc, il faut le planifier. Soit il y a pouvoir prendre le temps en justement demandant à tes clients ou les gens à qui tu as des redevabilités, j'ai besoin de ce temps-là pour réfléchir, mais il ne faut pas non plus se reposer là-dessus. Pareil, il faut aussi planifier la prochaine fois que ça t'arrive, comment on fait pour réagir plus tôt, pour que ça se passe mieux et que ce soit moins grave pour que ce soit la santé ou l'énergie, quoi. Mais après, peut-être des petits tips, tu vois, genre des trucs peut-être ultra pratico-pratiques, on va dire. C'est genre, bah, tu peux faire par exemple de la méditation, tu vois. Apprendre aussi à un peu se calmer. Alors, ça marche pas pour tout le monde parce que je sais que c'est compliqué, c'est un peu. Ouais, mais tu peux le faire de manière active aussi. Tu peux faire du yoga, tu peux juste ne serait-ce qu'aller marcher dehors, sortir son chien. Ça peut être un peu une forme de méditation. L'idée, c'est de débrancher le cerveau, en fait. Exactement. Genre, il y en a aussi qui font du coloriage aussi, pas mal. Ouais. Du ça. En fait, il faut être dans un flow, mais un peu différent que du flow du travail, quoi. Franchement, écoutez, genre si t'es sensible, moi je m'écoute des vidéos d'ASMR, mec, je suis dans un autre monde. Genre je suis en train de kiffer solo sur mon lit, mais c'est un kiff monumental. Mon truc du moment, c'est les vidéos de plongée. C'est un mec, je vais essayer de vous le retrouver vite fait pendant que je parle, mais c'est un apnéiste français qui fait des vidéos trop stylées et il se filme. Il a fait une vidéo normalement sur il est un peu partout, donc sous l'eau, autour du monde, et c'est hallucinant. Et en fait, c'est le fait d'être sous l'eau et tout, ça te calme, mais tellement. Genre, c'est tellement bien. Mais il y a ça, il y a ce que tu dis, Pierre, c'est un peu, les nouvelles techniques là de la nature, le côté thérapeutique en nature où tu fais des promenades en forêt. Et ça a été prouvé en fait que ça te fait vachement de bien en fait, parce que je pense qu'en fait la nature fait qu'aussi ça. C'est juste en fait ton environnement naturel, tout simplement, ton environnement de base. Et tu kiffes en fait de ouf ce côté sérénité, calme, que tout en fait s'équilibre, quoi. Ouais, et puis après, tu as aussi un autre levier qui, du coup, là, tu parlais de l'apnéiste. Guillaume Méry, d'ailleurs, il s'appelle.
Et qui du coup fait ça. Moi, je me dis, je sais que quand j'étais plus jeune, je faisais pas mal de natation. Et l'un des endroits où je me sentais le mieux, c'était au fond, assis au fond de la piscine, avec zéro bruit. Et c'est génial, ce genre de choses. Pareil. Et du coup, je pense que le sport est aussi un des trucs qui permet autant de sortir de la dépression que de s'aérer l'esprit et de revenir un peu plus clean à son travail. Donc, bon, je pense qu'on a une majorité de devs, tout ça, donc le sport, c'est pas non plus voilà, le truc de fou, Sois pas mais cliché. c'est cliché un peu, mais bon, voilà, le sport, ça fait vraiment du bien à l'esprit et ça donne de l'énergie. Je prends l'exemple de Casey Neistat, qui par exemple, lui, dort 1 heure de moins ou 2 heures de moins par jour, mais fait une demi-heure ou 1 heure de sport tous les matins, et qui se retrouve à avoir la même énergie que si jamais il avait dormi. Faut pas faire ça sur des années, il y a que lui qui fait ça, et il bousille sa santé, c'est son problème. Mais, par contre, ça peut être un levier pour trouver une activité facilement faisable, qui te redonne de l'énergie, plutôt que de t'en prendre, quoi. Ouais, puis ça peut être juste 10 minutes ou un quart d'heure Bien dans ta sûr. journée. Ça peut être suffisant. D'ailleurs, je vais reprendre encore Kian Kojandi, mais il a un tel spectacle disponible en gratuit, tu vois, sur YouTube, et donc tu peux le mater. Je crois qu'il s'appelle Pulsion. Et en gros, il fait une allusion. Il se base sur le fait que le sport, en fait, ça te crée une enzyme qui est un peu genre comme si t'étais, on va dire, drogué, tu vois. T'es vachement heureux, t'es au taquet, tu vois, et c'est l'enzyme du bonheur, qu'on va dire. Et il fait une allusion sur le fait que, ou plutôt une comparaison sur les enfants, en disant c'est peut-être pour ça que les enfants, en fait, t'as toujours l'impression qu'ils sont heureux parce qu'en fait, ils sont toujours en train de courir dans tous les sens. Tu sais, c'est un peu des piles électriques. Et elle est pas idiote, en fait, je trouve, la comparaison, parce que au final, tu te dis, bah ouais, en fait, ils sont toujours, en fait, ils sont toujours un peu le côté où ils sont en train de cavaler avec des potes, quoi. Et c'est trop cool, en fait. Ils sont en train de faire du sport en permanence, genre, ou du moins, ils se bougent pas mal en général, avec des potes, donc ils profitent un peu ensemble. Et ouais, ils sont toujours un peu la banane alors qu'ils sont en sueur. Et je pense que c'est un peu lié à ça aussi, que ton cerveau, il produit en fait un truc qui te fait kiffer, quoi. Ce sera le mot de la fin. Restons des enfants. De fou. Est-ce que y a des choses sur lesquelles vous aviez envie de parler qu'on n'a pas mentionné, les gars, ou vous pensez qu'on a fait le tour Enfin, le sujet est infini, évidemment, mais Je pense que ouais, le sujet, je pense qu'il y a des personnes qui sont inspirantes. Genre, tu vois, on parlait tout à l'heure de DHH, ils ont sorti leur livre qui s'appelle Rework pour repenser le travail. Et je pense que le mot de la fin, c'est juste, c'est pas grave de rien faire. Et juste, des fois, faut juste aussi se donner en fait soi-même du temps, quoi. Genre, on n'a pas besoin d'être productif en permanence, quoi. non. Ouais, faut se foutre la paix, faut définir et savoir un peu ce qu'on aime faire, ce qui nous donne de l'énergie, ce qui nous fait lever le matin. C'est hyper cliché de dire ça, et c'est très dur de répondre parfois à cette question. Mais même si se lever le matin, c'est pour juste se prendre un bon chocolat chaud et que t'es content, ou prendre une petite verveine, je fais référence à Pierre qui du coup est très content de sa petite verveine. C'est le petit bonheur qui fait que tu te lèves le matin, et c'est pas forcément que le boulot, que le boulot, que le boulot. Non. Voilà, donc savoir qu'est-ce qui nous fait lever le matin, et capitaliser dessus à fond pour avoir une vie qu'on a choisie, quoi. Pas qu'on subit. Connaître ses petits plaisirs. C'est ça. Et ouais, non, parce que pour expliquer la private joke, j'expliquais quand on enregistre l'épisode que j'ai trouvé une AMAP à côté de chez moi, parce que je viens de déménager à Lyon, et j'ai commandé de la verveine, mais du coup la plante, et en fait elles sont trop bon, et donc ma passion depuis 2 jours, c'est de me faire des infusions à la verveine, mais du coup la vraie. J'ai l'impression que c'est du bobo, mais ça me rend heureux, et finalement, est-ce que c'est pas ça la solution? Exactement, exactement. Ce sera Je donc suis Une petite enfants. verveine et au lit. Allez hop. exactement, ce sera le mot de la fin de cet épisode. J'espère que ça t'a plu. Tu retrouveras toi, auditeur, tu retrouveras tous les liens en commentaire, évidemment, de l'épisode. N'hésite pas à venir sur la chaîne YouTube, parce qu'on a aussi, si tu nous découvres par ce podcast, une chaîne YouTube qui s'appelle Sapiens Sapiens, sur lequel on parle de Webflow, de qu'est-ce que c'est d'être un freelance finalement, et puis de web design de manière générale. Ça vous va comme description, les gars? Ouais. Ouais.
Donc rejoins-nous sur YouTube. Et puis, avant le prochain épisode, prends soin de toi. À bientôt. À bientôt. Salut.